Bon, on va y aller, je crois. Bonjour à tous. Donc moi, je suis le docteur Moreau, je suis chirurgien ici même, à l'hôpital Saint-Joseph. Donc c'était assez pratique pour, pour venir. J'ai hérité d'un sujet un peu particulier, c'est la place du mini-invasif et de la robotique dans la chirurgie de la scoliose adulte. Donc je vais faire un topo en deux parties. La première partie, ça sera autour du mini-invasif, avec une petite revue de la littérature et surtout notre expérience à Saint-Joseph de la technique bipolaire chez l'adulte. Et ensuite, en deuxième partie, je parlerai un peu de robotique et de surtout quelles sont les technologies disponibles actuellement pour améliorer la précision de notre chirurgie, et en particulier des visées pédiculaires. Et je parlerai de notre expérience de la navigation. Donc quand on parle de mini-invasif, le principe c'est de miniaturiser les abords pour diminuer le traumatisme chirurgical. Dans la scoliose, ce n'est pas tellement le principe, puisqu'on va devoir fixer des déformations souvent de manière assez étendue. Et donc c'est une chirurgie plutôt invasive, délabrante. Mais bon, il y a sans doute, j'ai cherché dans la littérature pour voir si nous avions des techniques aujourd'hui plus mini-invasives. Donc il y a plusieurs types de scoliose. Comme vous le savez tous, il y a des scolioses idiopathiques, qui sont des déformations essentiellement thoraciques, qui sont le plus souvent souples, pas toujours. Des scolioses dégénératives, là c'est un autre sujet, qui sont souvent des déformations lombaires, rigides, avec souvent des déséquilibres, nécessité de plusieurs temps chirurgicaux. Et dans ce topo, j'avais envie de parler de la scoliose neuromusculaire, qui est une pathologie qui est assez particulière, qui est souvent prise en charge en pédiatrie, mais il y a quand même des patients de plus en plus qui arrivent à l'âge adulte, et donc c'est une problématique complètement différente, avec le problème du handicap, des patients non marchands, des patients qui ont un déséquilibre, des troubles neurologiques, des déficits, etc., où la demande fonctionnelle est complètement différente par rapport à un sujet qui n'a pas ce type de pathologie. Donc on va parler dans ce topo surtout de la scoliose idiopathique et de la scoliose neuromusculaire, parce que les techniques mini-invasives dans la scoliose dégénérative, ça c'est des choses qu'on fait tous régulièrement dans notre pratique, c'est les voies antérieures, les lombotomies mini-invasives, la chirurgie percutanée. Ça, il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Donc concernant la scoliose idiopathique, j'ai trouvé quelques publications chez nos confrères asiatiques qui font des chirurgies postérieures mini-invasives dans la scoliose idiopathique de l'adulte jeune ou de l'adolescent. Donc j'ai retrouvé une revue de la littérature de 2022 qui a regroupé 7 études où en fait ils vont faire des scolioses par plusieurs abords postérieurs, des abords de quelques centimètres, 2 ou 3 abords, pour pouvoir en fait, faire une technique conventionnelle de vissage pédiculaire et mise en place des tiges en percutané avec ensuite des méthodes de dérotation. Donc ils arrivent à obtenir des corrections plutôt bonnes avec ce type d'incision. Donc j'étais un petit peu circonspect sur ce type de technique. Donc j'ai lu cette étude, cette revue, et il nous montrait que par rapport aux techniques conventionnelles, ils avaient une diminution du saignement, ce qui paraît possible, qu'ils avaient une augmentation du temps opératoire, ce qui paraît aussi compréhensible vu la difficulté probable pour mettre les implants par ces petites incisions. Ils avaient de manière pas toujours significative une diminution du temps de séjour. Et en revanche, ce qui est assez prévisible, c'est que les corrections semblaient moins bonnes, en tout cas en faveur des techniques conventionnelles par rapport à cette méthode. Ce qui m'a assez surpris initialement, mais finalement je pense que c'est aussi assez logique, c'est que les douleurs post-opératoires étaient plus importantes dans la technique mini-invasive. Et je ne sais pas si vous avez ce même type de retour, mais moi j'ai remarqué que dans la chirurgie percutanée des fractures, finalement les patients, en tout cas en post-opératoire immédiat, étaient souvent tout de même assez douloureux. Donc probablement qu'il y a un effet qui est lié, je ne sais pas, soit au temps opératoire ou alors en tout cas aux tractions sur les tissus mous, mais en tout cas ils ont plus de douleurs post-opératoires dans ce type de technique. Pour résumer, cette technique de mini-invasive de chirurgie postérieure, finalement
une chirurgie à d'arthrodèse postérieure classique, permet dans cette revue de la littérature de diminuer un peu le saignement, de diminuer un peu la durée d'hospitalisation, mais au prix d'une correction qui est moins bonne, d'une durée d'intervention prolongée et en tout cas pas de bénéfice sur les douleurs post-opératoires. Dans ce type en tout cas de chirurgie, je n'ai pas trouvé beaucoup d'autres techniques mini-invasives pour la scoliose idiopathique et je voulais vous parler de notre expérience du bipolaire qu'on a appliqué chez l'adulte. Voilà. Donc le bipolaire, c'est le principe, c'est une fixation sans greffe de T2 au bassin qui a été initialement décrite pour la chirurgie de la scoliose neuromusculaire en pédiatrie, en particulier développée par le docteur Milady. En fait, le principe initialement, c'était d'opérer ces patients chez des patients qui avaient un potentiel de croissance avec des déformations sévères et avec l'idée de pouvoir les accompagner dans leur croissance et après de faire une arthrodèse définitive. Finalement, il n'y a pas eu de nécessité de faire des arthrodèses définitives et donc de là a germé l'idée de faire finalement des fixations sans greffe chez ces patients de manière définitive, sans arthrodèse secondaire. Cette technique a donc été pas mal développée dans le service de Necker et nous, on l'a appliquée chez l'adulte et nous avons fait 2 études en ce sens. Une étude vraiment centrée sur la pathologie neuromusculaire et une étude un peu généraliste où finalement ça a été appliqué à d'autres indications dans un espèce d'élan d'optimisme initial. Donc le principe tient sur 2 abords chirurgicaux, un abord crânial avec mise en place de 2 pinces pédiculo-sus-lamaires, donc de T2 à T5, et ensuite un abord distal avec une voie médiane et ensuite un abord de Wilsey bilatéral où sont positionnés des vis iliosacrées qui sont des vis donc, qui vont être orthogonales par rapport à la force d'arrachement. Donc une excellente tenue au niveau de résistance à l'arrachement. Donc cet abord permet de fixer donc, les patients de T2 au bassin en passant les tiges en sous-cutané et en les reliant par des dominos avec ce type de montage. Donc c'est une technique qui permet des corrections tout à fait honorables dans des déformations plutôt souples. Et il y a plusieurs techniques en fait. Il n'y a pas uniquement de la distraction, il y a aussi une manœuvre de levier, le fait de descendre les tiges dans les tulipes des vis iliosacrées va permettre de restaurer un équilibre sagittal, d'améliorer la lordose. Et avec les dominos, il est aussi possible de réaliser des contractions. Il n'y a pas uniquement de la distraction dans cette technique. Donc dans l'idée au départ, donc effectivement, c'était d'opérer les patients pour la scoliose neuromusculaire, mais nous avons réalisé dans le service plusieurs chirurgies pour d'autres indications. Et donc nous avons fait une étude un peu générale qui a été publiée en 2019 dans l'OTSR. On a opéré 44 patients avec des angulations de Cobb moyen de 58 degrés. Il y avait 18 scolioses neuromusculaires, 21 scolioses idiopathiques, 4 scolioses dégénératives et 5 patients parkinsoniens. En fait, les patients qui avaient des scolioses, hormis les neuromusculaires, étaient des patients qui avaient des scolioses plutôt importantes et dans des contextes de patients souvent fragiles qui ne pouvaient pas bénéficier d'interventions trop lourdes. C'est pour ça que le choix a été porté sur ce type de technique. Nos résultats en termes de correction radiologique, on avait une amélioration significative des paramètres d'équilibre sagittal, de l'angulation également de Cobb dans le plan frontal, avec une correction modérée dans 58 degrés d'angulation de Cobb pour 35 degrés en post-opératoire. Je voulais dire un mot des complications, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, il y avait beaucoup de complications mécaniques, en particulier dans la scoliose de l'adulte dégénérative, avec beaucoup de rupture du matériel, ce qui est tout à fait logique puisque c'est un montage sans greffe. Et l'autre chose qui nous a interpellés également, c'était l'importance des infections, mais finalement c'était
principalement chez les patients neurologiques. Et finalement, cette technique-là, même si elle est mini-invasive, ne permet pas de réduire de manière significative les infections chez ces patients. Il y avait 28% d'infections chez les patients qui avaient une scoliose neuromusculaire. Donc on a tout de même des taux importants de révision, de l'ordre de 30%. Et je peux vous donner ce type d'exemple. Par exemple, un patient qui présentait une scoliose déséquilibrante dans le cadre d'un syndrome extra-pyramidal. En post-opératoire, on avait une correction qui était plutôt correcte dans le plan sagittal avec persistance d'un petit déséquilibre frontal. Là, on voit que je n'ai pas les clichés initiaux, en fait, mais on voit que c'était un système de vis parce que dès le début, il y avait déjà eu un problème d'arrachement des crochets en post-opératoire assez rapidement. Et finalement, dans le suivi, il a rompu ses tiges et a dû être repris à plusieurs reprises. Et c'est pas si évident à reprendre finalement ces patients-là. Une fois qu'on a commencé, on s'était dit, c'est pas très grave, on peut changer notre fusil d'épaule. Mais finalement, c'est pas forcément très facile de reprendre un patient qui a déjà été opéré par ce type de technique parce que y a de la fibrose, c'est plus du tout, même si ça n'a pas été abordé, c'est pas un rachis normal. Donc ensuite, je voulais vous rapporter les études, les résultats de notre étude sur les neuromusculaires qu'on a réalisé récemment, en février 2023. Donc là, l'idée, c'était de comparer nos résultats par rapport à un groupe rétrospectif de patients opérés par des techniques standards dans la scoliose, c'est-à-dire une arthrodèse standard dans la scoliose neuromusculaire, par rapport à des patients opérés par la technique bipolaire. Donc, au sujet des critères démographiques, il s'agissait de patients dans notre groupe qui avaient une déformation qui était finalement un peu plus sévère, ce n'était pas significatif, mais en tout cas pour les autres paramètres, c'était des populations équivalentes. Concernant les données per-opératoires, on avait une diminution du temps opératoire de manière significative, une diminution du temps de saignement, du saignement de manière significative. Concernant les paramètres radiologiques, même si c'est une technique où les possibilités de correction, vu qu'il n'y a pas de geste osseux, pas de geste d'ostéotomie, finalement on a quand même des corrections qui sont assez satisfaisantes dans cette population. Et dans notre groupe de scoliose opérée par technique bipolaire, on avait une meilleure... non, c'est pas ça, pardon. On avait des cours... parce que je me rappelle plus ce que j'avais marqué. Mais globalement, on avait des corrections un peu moins bonnes. Non, c'est ça. On avait des corrections un peu moins bonnes que dans le groupe rétrospectif. Concernant les complications, dans ce groupe de patients opérés par technique bipolaire, on avait moins de complications médicales de manière significative. Et en revanche, concernant les complications mécaniques ou les infections, on avait le même nombre de complications. Donc, pour résumer, on pense que c'est une bonne technique pour la scoliose neuromusculaire, qu'on n'a finalement pas trop d'ennuis médicaux, qu'on arrive à avoir un équilibre et des résultats tout à fait satisfaisants en termes fonctionnels. Et donc, c'est plutôt une chirurgie adaptée à cette population-là. Mais on a tout de même des ennuis mécaniques qui existent. On a quand même des ennuis d'infection qui ne sont pas complètement résolus. Concernant les ennuis mécaniques, l'idée a été dans l'évolution du montage, de doubler le nombre de tiges afin d'éviter d'avoir des ruptures et de gagner la course vers la fusion spontanée, parce que quand on fait des scanners chez ces patients, donc là je vous montre des exemples de corrections qu'on peut obtenir avec l'évolution du montage. Quand on fait des scanners de contrôle au suivi, on se rend compte qu'il y a une fusion spontanée qui peut se voir sur le rachis malgré l'absence d'arthrodèse. Donc il y a vraiment une course à gagner entre la fusion spontanée et le métal. Et donc l'idée c'est de savoir est-ce que vraiment ce doublement de tige va améliorer les résultats. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie ? Ok. Ouais, moi j'ai une question, Emmanuel, Pierre-Emmanuel, pardon, si on n'a pas dans la salle. Du coup, toi, comment tu sélectionnes les patients à qui tu vas décider de faire ça versus une longue arthrodèse ? Est-ce que tu continues encore à faire des longues arthrodèses
En fait, il y a eu une période d'optimisme de Stéphane Wolf dans cette indication. Moi, personnellement, je fais que dans la scoliose neuromusculaire. Et ça, je pense que c'est quand même des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Une chirurgie assez simple, assez rapide quand même par rapport à faire un abord extensif. Après, la place où on se demande, déjà, est-ce qu'on peut faire évoluer la technique, c'est-à-dire faire des techniques un peu hybrides avec une arthrodèse du segment lombaire et puis monter comme ça en thoracique sans arthrodèse. Il y a peut-être ce type de chirurgie qu'on peut faire. Et puis, il y a des patients aussi où médicalement, on ne peut pas leur proposer des techniques conventionnelles parce qu'ils sont trop lourds. Donc peut-être il y a une place pour ça. On a fait certaines camptocormies avec des résultats tout à fait honnêtes, mais on va avoir des complications mécaniques fréquentes. Après, ce n'est pas forcément des reprises très graves, c'est-à-dire c'est des ruptures de tige itératives. Donc après, ça veut dire un patient qui va être opéré 3-4 fois avec des chirurgies plutôt bénignes, mais bon, ce n'est pas un résultat satisfaisant. Moi, à titre personnel, je ne fais pas... Enfin, ça rejoint tout à fait ce qu'on disait avant. Chez des patients âgés avec des patients qui ont des déformations, si on fait plutôt des gestes à visée neurologique, et puis s'ils sont très comorbides. Mais ça peut être une option en tout cas. Moi, je pense que c'est plutôt dans le côté peut-être hybride qu'il faut évoluer, c'est-à-dire peut-être faire une chirurgie plus classique en lombaire et monter en thoracique par ce type de technique, ce qui a déjà été fait par d'autres équipes. En tout cas, les principales complications qu'on a, c'est ces ruptures de tige, un peu de déconnexion parce que toutes les contraintes sont sur les vésicles sacrés, mais ça a évolué, enfin, le laboratoire a fait évoluer les connecteurs et tout. Mais en tout cas, non, dans le service actuellement, on en fait beaucoup moins, on fait beaucoup plus de scoliose neuromusculaire qu'avant quand même, mais par contre, dans la scoliose classique, on ne le fait pas. Et vous avez des immobilisations post-up parce que vous n'avez pas de grosses chambres de lit sur vos vésicles-sacrés, tout ça qui surviennent, comme tu as dit, c'est le seul ancrage, non, ça va bien. On ne fait pas de corset, pas du tout. Pas du tout. Chez le neuromusculaire ou chez les autres Tous. Non, on ne fait pas d'immobilisation. Ce qu'on fait on fait des préparations préopératoires avec des tractions dans des déformations majeures. Comme on n'a pas de geste osseux, déjà pour prévenir le risque neurologique de la correction et aussi pour essayer d'améliorer la réduction, on fait des préparations avec des tractions préopératoires pendant 15 jours dans le service pour les déformations sévères, que ce soit pour la scoliose neuromusculaire ou pour d'autres indications. Ok, merci. Ensuite, je voulais parler donc de la scoliose et de la navigation et de la robotique. Donc le constat, on l'a vu plusieurs fois, c'est les vis pédiculaires, c'est l'instrumentation qui est utilisée de manière la plus fréquente pour cette chirurgie. On a une malposition très fréquente quand on la met à main levée. Il y a un taux d'erreur que j'avais vu dans la littérature qui est supérieur dans la scoliose idiopathique par rapport à la scoliose dégénérative, en particulier parce que dans la concavité de la courbure, il va y avoir des pédicules qui sont dysmorphiques, qui sont inexistants. Et donc, j'ai essayé de voir quels étaient les outils disponibles à l'heure actuelle pour améliorer cette précision du placement des implants pédiculaires. Donc, j'ai trouvé plusieurs articles, et en particulier un article qui comparait plusieurs techniques. Là, en l'occurrence, c'était sur la scoliose dégénérative, mais qui comparait plusieurs types de techniques de types de technologies pour améliorer la précision du placement des implants. Donc, il y a 3 types de techniques. Il y a l'assistance robotique, il y a la navigation avec l'utilisation d'une imagerie 3D, et il y a des guides de visée imprimés en 3D. Donc dans cet article, ils ont comparé les 3 techniques en termes de durée opératoire, de tous les paramètres, c'est-à-dire du saignement, du durée de l'hospitalisation, tout ça, c'était la même chose. Il y avait des différences en termes d'irradiation, mais ça correspond un petit peu à la radiation péropératoire en fait, parce que finalement, quand on fait un guide
tridimensionnelle, on va devoir faire un scanner préopératoire. Donc tout est finalement, même si on fait une imagerie tridimensionnelle pendant l'opération, ça ne va pas forcément donner plus d'irradiation en totalité, parce qu'il n'aura pas forcément eu de scanner avant l'opération, ce qui est nécessaire pour faire un guide de visée tridimensionnelle. Donc ce qui nous intéresse, c'était surtout la précision. Et dans cette étude, il montrait globalement que donc, le positionnement correct, c'est A et B, on va dire. Et donc dans ces positionnements corrects, il y avait une précision de 96% pour le robot, 93% pour la navigation tridimensionnelle et 90% pour les guides de visée tridimensionnelle. Il trouvait des résultats significativement meilleurs pour le robot, mais avec des résultats de toute façon bien meilleurs qu'à main levée par rapport aux résultats retrouvés dans la littérature. J'ai également regardé une étude qui était cette fois-ci plutôt axée sur le robot, une méta-analyse de 26 essais qui comparait donc le robot aux techniques conventionnelles, et il trouvait de manière significative qu'il y avait un positionnement meilleur avec de manière significative une augmentation du temps opératoire. Et ce qu'il montrait dans cette étude, c'était qu'il comparait les robots d'ancienne génération et de nouvelle génération. C'est que au préalable, dans les robots d'ancienne génération, il y avait une précision de 97%, et maintenant c'est plutôt aux alentours de 99% avec les dernières technologies disponibles. Donc nous, en pratique, on n'a pas du tout de robot. On a l'OARM depuis 2015, qu'on utilise pour toutes les chirurgies rachidiennes instrumentées. Et moi, je vois 3 intérêts. C'est donc la navigation pour la précision de notre visée. C'est la possibilité d'aligner les implants exactement comme on veut pour décider. On va intentionnellement mettre l'implant d'une manière un peu latérale, un peu divergent, etc. pour aligner nos implants. Ce qui est intéressant, c'est le contrôle aussi pair-opératoire de l'équilibre avec des systèmes de film longs, ce qui est intéressant vraiment dans la déformation, et la possibilité d'avoir un contrôle 3D si on a un doute, si on a un geste particulier à faire. Ce qu'il faut bien noter, c'est que dans la scoliose idiopathique, parfois, quand on fait nos scanners pair-opératoires, on se rend compte qu'il y a des pédicules inexistants, et quand on voit sur des IRM comment se positionne la moelle épinière dans la concavité de la déformation, ça laisse quand même, ça fait assez peur quand on voit la moelle complètement qui passe limite dans le foramen. On se dit que c'est quand même assez dangereux ce qu'on fait, et il vaut mieux pas voir parfois, parce que finalement à main levée on n'a pas trop d'ennuis, mais quand on voit ça on se dit que c'est fou de mettre une vis dans la concavité. S'il n'y a pas de pédicule, il suffit d'1 millimètre et il peut voilà. Donc c'est assez intéressant de voir ces imageries préopératoires, et finalement parfois on est embêté parce que on va pas réussir à mettre des vis, alors que peut-être qu'à main levée on les aurait mis sans se poser de questions. Mais en pratique, donc c'est très intéressant de voir qu'il y a souvent pas de vis pas de vis mettable. En tout cas, il n'y a pas de pédicule vraiment dans la concavité de la déformation, et donc c'est peut-être la nécessité d'autres techniques comme les liens dans ces cas-là. L'autre intérêt, c'est, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est d'avoir des clichés d'équilibre. Et c'est vrai qu'on peut avoir vraiment une idée de l'équilibre du patient avec un cliché long, et on peut avoir la visualisation du bassin. Alors on n'a pas un cliché complet, mais on arrive à voir quand même le bassin, parfois les têtes fémorales en fonction de la taille du patient, jusqu'au clavicule, ce qui permet d'avoir une idée de l'équilibre global qu'on a obtenu de face et de profil. Donc globalement, en conclusion, concernant le mini-invasif et le robotique, il y a une place encore à définir dans la scoliose. Il y a quand même nécessité d'aborder, de faire une correction, donc de faire des abords assez extensifs dans la scoliose. Il y a probablement une place pour des techniques comme le bipolaire, mais il faut encore trouver les indications. En tout cas pour nous, clairement, c'est dans la scoliose neuromusculaire qu'on a pris. Et concernant la robotique, c'est pareil, il y a sans doute... il y a sans doute des choses à prendre. Nous, clairement, la navigation, on ne va pas revenir en arrière, parce que on trouve que ça nous apporte beaucoup de sécurité, et ça ne nous rallonge pas finalement le temps opératoire.
parce qu'on va parfois gagner aussi du temps, et quand on a l'habitude, ça nous rallonge pas beaucoup le temps opératoire. Et je pense qu'il y a en tout cas une place probablement pour la robotique dans l'avenir, mais c'est également une place à définir, et ça, j'en ai pas encore l'expérience. Merci pour votre attention. Merci Pierre-Emmanuel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ce sujet de robotique dans la prise en charge des scolioses? Moi, j'ai une question. Est-ce que, du coup, toutes tes scolioses, tu les navigues? Celles que tu fais pas en... Ah oui, on fait toute la chirurgie. Toute la chirurgie est naviguée? Toute la chirurgie où on met des implants, elle est naviguée. D'accord. Systématiquement. Même un arthrodèse 4-5, n'importe quoi. On ne met jamais une vis sans nav. Sans nav. Ok. Donc en fait, on est... Après, franchement, on reprend jamais... Pour l'instant, tout va bien. bien. De soucis, et on a plein de ce point de soucis. vue-là. Mais en tout cas, du point de vue des visées pédiculaires, on ne va pas avoir une vis dans le foramen, quoi. Donc ça, c'est... Voilà. Après, c'est sûr que... Moi, je trouve que même pour aider les internes aussi, c'est bien. Et puis, en fait, on fait pas... Et même, ça nous apprend des choses. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment... vraiment indispensable pour ma part. Merci. Ah oui. Oui. Alors là, on est en présence, c'est un congrès de jeunes chirurgiens du rachis. Tous les centres n'ont pas accès à un scanner péropératoire avec une navigation. Et puis dans toutes les écoles de chirurgie de la colonne vertébrale, on a appris à mettre des vis, au minimum avec un contrôle 2D, avec l'ampli, ou alors à main levée, ça se fait aussi. Alors, quel message voudrais-tu délivrer à travers ce que tu dis? C'est-à-dire, je ne mets aucune vis s'il n'y a pas de navigation. Ça, c'est ma première question. Oui, pas de problème. Deuxième question, quel intérêt trouves-tu à mettre dans une scoliose thoracique plutôt souple, parce que je pense que tu dois parler de l'adolescent, à mettre une vis thoracique dans la concavité, alors qu'on peut avoir des alternatives? D'abord, ne pas mettre de vis dans la concavité. Deuxième chose, il y a des équipes qui sont par exemple à Paris qui mettent des liens sous la mer dans la concavité. Merci. Bien sûr. Donc concernant la première question, ça c'est vrai que ça n'est pas du tout opposé à la main levée. Et moi, on fait les visées comme si on n'avait pas l'OARM, c'est juste un contrôle en fait. Mais même moi, je les mets pas comme l'OARM veut. Par exemple, les visées thoraciques, si on regarde l'OARM, il les fait les mettre très descendantes parce que c'est comme ça qu'est le pédicule. Si on regarde la navigation, le point d'entrée est très très supérieur par rapport à ce qu'on fait à main levée. Il est au-delà de la transverse et il a fait très descendante pour avoir vraiment le corridor le mieux. Et donc je les mets pas comme ça, je les mets au ras du foramen pour être parallèle au plateau. Donc en fait, globalement, c'est pas du tout antinomique. On peut les mettre sans mettre les repères. Moi, je fais les repères comme et les internes, on fait les repères anatomiques. Et puis après, c'est simplement un contrôle. Mais c'est pas juste... En tout cas, c'est pas du tout antinomique. Il y a aucune opposition. Moi, je trouve que c'est juste un contrôle, une sécurité. Mais en tout cas, on peut les mettre sans... C'est juste un contrôle. Ouais, je trouve que tu as raison là-dessus. Et quand on navigue, pareil, sur des scolioses déformées ou des reprises, j'aime bien, comme toi, la mettre, ou en tout cas initier le point d'entrée comme si j'avais pas le arbre, et de regarder où je me situe par rapport à la réalité de la courbure. Mais des fois, on est content et des fois, on se dit « Ah, c'est bien ». En tout cas, le arbre, c'est bizarre, mais quand des visées thoraciques, clairement, il les fait mettre d'une manière... moi, je les mets pas comme il les fait mettre. Et puis, à la fin du vissage, la vis se met correctement. Je sais pas comment expliquer, mais en pratique, on a quand même la main toujours. C'est simplement une sécurité. Et après, il y a quand même de plus en plus de technologies. Je pense que ça va se développer. C'est déjà en train de se développer. Il y en a de plus en plus. Donc c'est à terme, ça va être. C'est sûr que c'est comme l'ampli. Je vois pas comment c'est possible que ça se développe pas. Quand on voit à main levée le nombre de vis qui sont en dehors, c'est impossible. Oui, mais je pense que ça va diminuer les coûts, qu'il y a il y a de la concurrence, il y a plusieurs choses. Mais en tout cas, c'est pas du tout antinomique. Et moi, j'ai fait d'autres dans ma formation. J'ai été dans un endroit où on n'avait pas la navigation.
c'est faisable sans, je dis, c'est pas une obligation de toute façon. En tout cas, c'est quand là, ça fait pas régresser, au contraire, je pense que ça fait aussi avoir un contrôle immédiat plutôt que d'être après dans son bureau et de regarder le scanner post-opératoire et de se faire... pour la courbe d'apprentissage, je pense que ça l'accélère en fait. Et pour l'autre question, moi c'est pareil, les liens, etc., je pense que c'est bien. Et simplement, je ne disais pas qu'il fallait mettre des vis dans la concavité, je disais juste que de faire le scanner péropératoire, on se rend compte de ça, ça nous saute aux yeux vraiment. Et parfois, même les vis L1, L2, enfin des vis distales, parfois il n'y a pas de pédicule. Hein. C'est fréquent en fait même. C'est pas que les vis de la concavité, mais voilà. Merci. Avant les présentations suivantes, on va laisser M. Petit nous présenter son cabinet d'expertise comptable, une présentation rapide avant de terminer notre programme. Allô ? Voilà, pour finir le programme, on va un peu changer de style parce que effectivement c'est intéressant de faire des belles opérations et d'avoir des revenus qui sont en conséquence, mais il faut aussi échapper à la rapacité du fisc et de la MACSF, je pense qu'elle est partie donc on peut y aller, et de la sécurité sociale que le monde entier nous envie. Donc nous sommes un cabinet d'expertise comptable pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des avocats et des experts comptables dans le même cabinet, et une partie de notre activité, environ 20% de notre activité, concerne les professions libérales. Parce que c'est malheureux, quand ils sortent d'université, ils ne sont pas très au courant de ce qui va leur tomber sur la tête. Bon, très rapidement, le cabinet, on s'en fiche un peu. Nous sommes plus d'une cinquantaine. En fait, maintenant, nous faisons partie d'un groupe qui fait 1000 personnes. Et ce qui est important, c'est qu'il y a à la fois des experts comptables et des avocats, fiscalistes et corporates, qui vous permettent de mener à bien vos opérations. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai cru comprendre que vous êtes tous plus ou moins en fin de cursus universitaire. Donc, je ne parle pas à ceux qui vont rester salariés dans l'hôpital, ce n'est pas le sujet. Je parle des autres, ceux qui vont s'installer. Ils vont commencer par s'installer en ce qu'on appelle en BNC, donc en bénéfices non commerciaux, qui a comme avantage de pouvoir être très simple en termes comptables et fiscaux, sauf que vous êtes imposé sur le résultat, quoi qu'il se passe. Et donc, vous avez une fiscalité qui va être lourde, parce qu'a priori, on a pas mal de chirurgiens dans notre clientèle. Les revenus sont normalement assez conséquents, et on arrive assez vite à des cotisations fiscales extrêmement lourdes. En plus, vous ne pouvez pas vous développer votre activité en commun, et vous avez une responsabilité illimitée en cas de dette. Donc, ce que nous proposons, ce que vous devez faire, c'est de passer dans une structure à l'IS, c'est-à-dire à céder votre clientèle au bout de 2 ans d'activité, céder votre clientèle pour avoir votre activité au sein d'une structure à l'IS. Pourquoi ? Parce qu'à l'IS, vous allez pouvoir optimiser vos rémunérations. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de développer tout ça. Quand vous êtes une structure en BNC, comme je viens de dire, votre résultat taxable fiscal est la différence entre vos encaissements et vos décaissements. Et vous arrivez à un résultat et vous payez l'impôt là-dessus. Dans une société à l'IS, à l'inverse, c'est vous qui déterminez votre niveau de rémunération. C'est-à-dire que si vous avez besoin de 100 pour vivre,
Et si vous avez 130 de résultats, les 30, vous les prenez pas à titre personnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas de taxation à l'impôt sur le revenu sur les 30 en question. Bon, alors la transmission, tout ça, je pense que c'est un peu prématuré pour vous, mais il faut quand même y penser. À noter, le dernier bullet point, vous voyez, la loi l'année dernière, il y a une loi de finances qui permet de passer à l'IS sans céder sa clientèle. Ça, on vous le déconseille parce que l'opération n'est pas mûre du tout. Juridiquement, il y a beaucoup de problèmes. C'est une loi qui a été bâclée et donc c'est pas à conseiller. Alors, on fait un exemple très rapide, mais je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de développer tout ça. En gros, si vous avez le côté BNC et le côté société à l'impôt sur les sociétés. Donc, avec le temps qui m'est imparti, si on va directement en bas, vous voyez que l'impôt sur le revenu est de 54 000 pour ce praticien, alors qu'il est de 35 000 s'il se met à l'impôt sur les sociétés, sachant qu'il va payer un impôt sur les sociétés de 4 900 €. Autrement dit, globalement, il a 160 000 à titre personnel contre 145 000 à titre personnel. Mais en contrepartie, il a 25 000 de fonds qui sont dans sa société. Et la société, en fait, l'idée, c'est de lui constituer une cagnotte. Dans la société, l'impôt est de 15%, jusqu'à 40 000 environ, et après 25%. Alors que quand vous êtes à titre personnel, sans charge sociale évidemment, alors que si vous êtes en statut personnel, vous pouvez arriver très vite à 45%. Si vous êtes célibataire, sans enfants, etc., ça monte extrêmement vite. Il y a une très forte progressivité de l'impôt. On conseille de passer en société dans les 2 ans qui suivent votre installation. Pourquoi ? Parce que vous avez une imposition de 30% uniquement sur la cession de la clientèle. Si vous le faites avant, ça rentre dans vos revenus, c'est une catastrophe. Donc il faut rester pendant 2 ans en BNC. Là, c'est le schéma en fait de l'opération. C'est-à-dire que vous êtes en BNC pendant 2 ans, vous cédez votre clientèle à une société que vous allez créer. Là, dans notre exemple, c'est vendu 175 000 €. La banque vous finance. L'emprunt est dans la société, c'est-à-dire que c'est elle qui rembourse l'emprunt. Donc vous récupérez du cash et c'est la société qui va rembourser. Et vous payez 30% de droits de mutation. Enfin, d'impôt sur le revenu sur la cession. Et vous encaissez l'argent, en tous les cas, ce qu'il en reste, les 70%. Ça permet, pour pas mal de nos clients, ça leur permet, par exemple, de mettre un apport pour acheter leur résidence principale ou de se désendetter quand ils ont pas mal d'emprunts. Donc, pour savoir si vous devez passer ou pas en société, il y a d'abord la première question, c'est est-ce que vous avez besoin de tout l'argent que vous gagnez, hors impôt? Parce qu'évidemment, l'impôt s'accumule, il ne faut pas en tenir compte. Donc si vous dites « je gagne 100, j'ai besoin que de 80 », à ce moment-là, il y a un intérêt. Si vous dites « je gagne 100, mais j'ai besoin de 100 », laissez tomber, vous dépenserez de l'argent pour rien. Donc, ce que nous faisons, c'est que dans la mesure où on discute avec vous pour savoir quels sont vos besoins, que vous compreniez bien que c'est des besoins avant impôt, et après on discute, nous faisons, une projection pour que vous puissiez fixer avec nous le prix de cession du cabinet. Moi, j'ai des clients qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont une rentabilité énorme, qui font des chirurgiens qui font 900 000 € de chiffre d'affaires. Je vous le souhaite, ça risquera bien de vous arriver à un moment ou à un autre.
Et ils gagnent beaucoup. On a cédé à plus de 60% la clientèle. Donc c'est quand même des sommes assez importantes qui vous permettent, encore une fois, de démarrer quelque chose par ailleurs. Alors, bon, ça, c'est le tableau que nous sortons. On ne va pas revenir là-dessus. Simplement, ce que l'on montre, c'est que pour un gérant qui se limite à 120 000 euros de rémunération, il a un cash qui augmente et au bout de 10 ans, il a 166 000 euros sur le compte de la société. J'insiste bien, ce n'est pas à vous, c'est à la société. Mais avec un mécanisme de holding, enfin on fait toute une opération, vous pouvez l'utiliser pour des investissements qui vous rapportent et qui soient à votre nom. Ensuite, donc, faut créer une société d'exploitation, on vous inscrit à l'ordre, la cession de la clientèle. Comme je vous disais, vous générez des liquidités et vous optimisez votre activité. C'est vous qui pilotez la base taxable sur laquelle vous allez vous retrouver. Et ça, c'est fondamental. Vous n'êtes plus passif, vous êtes actif. Et je pense que pour un libéral, c'est quand même important d'être actif. Voilà, j'ai fait très rapidement, parce que j'ai très peu de temps, donc j'ai fait très rapidement le tour de la chose. Je ne sais pas si j'ai été clair ou si ce n'est pas un peu nébuleux pour vous. En tous les cas, si vous avez des questions, je n'ai pas de problème pour vous répondre. Pour la holding, c'est aussi un moyen de dégager de... Merci pour votre présentation. Donc on a vu que la SEL était le premier moyen pour dégager un cash flow. Oui. Le deuxième étant la holding, la SPFPL. Non, la SPFPL, c'est autre chose. La SPFPL, ça permet d'être justement en commun, d'avoir plusieurs professionnels qui sont dans la même SPFPL et qui ont chacun une participation. Enfin, la SPFPL a la participation dans un cabinet. Clairement, il ne faut pas faire l'erreur de se mettre groupé dans une SEL. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, vous avez le problème de la rémunération. Vous avez 3 associés dans une SEL. Il y en a un qui veut 100, l'autre qui veut 10 et le troisième qui veut 5. Vous allez toujours vous ajuster sur celui qui gagne le plus. Donc chaque praticien doit avoir sa SEL. Après, vous avez la SPFPL qui est au-dessus, qui peut détenir des participations dans chacune des activités, enfin des SEL des praticiens. C'est pas un problème. Mais la holding, c'est autre chose. Une SPFPL, c'est une holding, vous avez raison, mais c'est des professions libérales. Ça permet... Quel est son intérêt premier ? Si vous exercez tout seul, aucun. Absolument aucun. Si vous voulez avoir, je ne sais pas, une interprofessionnalité ou dire, moi je suis médecin, je suis chirurgien de ceci, l'autre chirurgien de cela, on exerce dans les mêmes locaux, on fait une SPFPL au-dessus pour avoir on affiche un certain nombre d'activités différentes. D'accord. La holding, une holding, ça veut dire quoi ? Ça vient de hold, détenir. On détient, voilà. On détient des actions. Donc une SPFPL, ça détient des actions, ou des titres en l'occurrence. Mais c'est pas ce que j'appelle holding. La holding, c'est celle qui détient des titres qui, elle, a un but commercial. Donc votre SPFPL, votre holding détient 5% par exemple de votre société, de votre SEL. Ok ? L'intérêt de la holding, c'est de pouvoir faire circuler l'argent de la SEL vers une société dont vous serez bénéficiaire. C'est-à-dire, j'ai 100 000 euros sur mon compte dans ma SEL qui dort, que je voudrais investir, sur laquelle je n'ai pas payé d'impôts, sauf l'IS, qui sont là. Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai fait un truc. Donc, je veux l'utiliser. Ce que font 95% de nos clients, c'est d'utiliser cet argent pour investir dans l'immobilier. Donc, j'ai ma SEL, je crée une holding. La holding prend 5% dans une SCI. Et les fonds qui sont dans la SEL
vont circuler de la selle vers la holding pour redescendre vers la SCI, dont vous détenez 95%. Pro ou perso? Pardon? La SCI pro ou perso? L'un ou l'autre? Ah non, elle est que perso. Elle est que perso. Elle peut pas être... Une SCI, elle n'est pas pro. La holding est commerciale par sa nature. Ouais. Vous, en tant qu'une ESL, ne peut pas investir dans une activité commerciale, puisque nous sommes profession libérale, Ouais. mais la holding le peut. Donc, la SEL peut prêter à la holding avec une convention de prêt et après redescendre l'argent dans la SCI. Merci. Merci. Qui s'installe dans moins de 3 ans? Ok. Bah mince alors, on est vraiment désolé pour vous. C'est pas grave, tant pis pour vous. Il y a du monde sur Zoom, c'est filmé. On a plein de questions à vous poser, mais on n'a pas le droit. Je vous verrai après. Alors, je suis installé à Guernsey. Faut-il partir à Malte? Comment on fait? Non, Pourquoi pas, hein, vous pouvez toujours non, partir. non, il faut parler de chirurgie, mais on se verra après. Mais il faut vraiment partir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire je suis installé à Guernesey, exercer à Paris. Ça, c'est de la fraude fiscale, ça ne va pas marcher. Emmanuel, fais cette modération là. Fais respectueux. Ok, donc j'ai été convié pour faire cette communication sur l'âge limite de la chirurgie des déformations. Alors, c'est un sujet qui a déjà été largement abordé un peu partout, et en particulier à la table ronde de la SFCA très récemment. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais enfin, voilà, le sujet, c'est plutôt, voilà, est-ce qu'on s'occupe de ces gens-là ou en tout cas avec la chirurgie ou pas, plutôt que la chirurgie de l'adulte en général, parce que bon, ça c'est vraiment trop vaste, mais plutôt voilà, le 3e, 4e âge, je crois que c'est vraiment à la fois le sujet d'aujourd'hui et puis surtout la question qui va nous préoccuper beaucoup dans l'avenir. Vous allez voir pourquoi. Donc pourquoi cette question? Ça, c'est les pyramides des âges des 4 grands pays qui connaissent une dénatalité, un vieillissement de la population et des problèmes démographiques très avancés. Alors, ça va bientôt concerner plein d'autres pays, en particulier en Occident et en Asie, dans les pays très avancés. Mais rapidement, probablement une large partie de la population, vous voyez que c'est des pays qui vieillissent énormément, qui n'ont plus d'enfants et qui vont à la fois plus avoir de jeunes et plus avoir d'adultes, même en santé sans souci. Donc, on va être confronté à une population de vieillards grabataires de manière extrêmement importante. À tel point que Yoshi Fumikudo, là, qui est ici sur la photo, est venu nous voir il y a 1 an environ à Bordeaux. Il a passé 6 mois avec nous. Et il nous a raconté que la moyenne d'âge de ses patients opérés, c'était à peu près 75 ans. Et lui, il fait de la chirurgie de la déformation essentiellement. Vous voyez, ça, c'est les titres de ses derniers articles. Il s'occupe beaucoup de syndrome de tête tombante, mais aussi de la façon dont les pédicules les vis tiennent dans les pédicules, au besoin avec des moyens médicamenteux au préalable afin de pouvoir opérer les patients, y compris des médicaments essentiellement réservés à des maladies graves comme le cancer ou l'ostéoporose sévère. Et il se pose en permanence la question de savoir justement s'il faut opérer ou pas ces patients grabataires, comment, quelles sont les stratégies, où s'arrêter. En France, globalement, pour l'instant, on est un peu épargné par la catastrophe de la dénatalité, mais le vieillissement, globalement, ça nous concerne. Vous avez de plus en plus, vous, probablement la sensation d'avoir des patients âgés. Et globalement, comme on voit les projections, là, on va toujours avoir des patients jeunes en partie, mais probablement de plus en plus, là, toute cette zone qui était pas en orange et qui va être aujourd'hui concernée par la zone noire, c'est patients de plus de 75 ans, en grande majorité, bien sûr, des femmes, mais on va aussi avoir des hommes. En tout cas, vous aurez à votre consultation des patients atteints de pathologie rachidienne et pourquoi pas de déformation qui viendront vous voir à des âges auxquels vous n'aviez pas l'habitude de répondre avant. Et alors, bien sûr,
la question et les problèmes qu'on veut éviter, c'est ceci. Alors ça, c'est une patiente que j'ai pris en charge il n'y a pas longtemps dans les suites d'un petit parcours médical. Une fracture ostéoporotique, vous voyez, de L3, avec une compression radiculaire. Elle se plaignait essentiellement de douleurs dans les jambes qui étaient quand même très marquées. On a décidé de lui faire un traitement adapté à son âge, avec une décompression, une fixation hybride ou souple, parce qu'on s'est dit, comme ça, elle va garder de la mobilité, elle ne va pas trop forcer sur le matériel, ça permettra qu'on amortisse un peu les contraintes sur un os tout pourri. Bon, erreur, évidemment, malgré un corset, malgré des vis de calibre et de taille suffisante, malgré une rééducation en centre, on a bien sûr eu une complication mécanique avec une faillite du matériel. Une patiente réopérée d'une ostéotomie transpédiculaire du niveau fracturé, avec, vous voyez, à nouveau une réflexion qu'on a essayé d'avoir sur un os fragile, en tout cas une patiente qui n'a pas tout à fait la même capacité de résister à des contraintes mécaniques que quelqu'un d'autre, avec des vis cimentées, une cimentation des niveaux adjacents. Échec, réopération, échec, échec, échec. Bref, donc là, la dame, aujourd'hui, elle a une ostéosynthèse de T2 au bassin. Elle a un syndrome adjacent supérieur avec une tête tombante. Elle a une pseudarthrose ici, que j'ai réopérée il y a à peu près 1 mois, avec énormément de mobilité dans les niveaux L2, L3, L3, L4, enfin autour de l'ostéotomie. Elle a refusé un temps antérieur complémentaire, ce que je comprends, à 82 ans. Et elle a par ailleurs une paralysie L4 qui est survenue dans les suites d'une réintervention. Donc aujourd'hui, elle se trimballe en rollator. Et finalement, ce parcours-là, il n'est pas du tout atypique dans des hôpitaux comme le nôtre, ou lorsqu'on est amené à prendre en charge des patients qui ont des chirurgies initialement probablement un petit peu inadaptées. Et donc, la question vraiment, c'est comment on fait, soit pour éviter ça, soit pour arriver à une situation comme ça, dans laquelle la patiente considère qu'il y a une réussite de la chirurgie, qui est vraiment une question un peu théorique, on pourra en débattre. Et alors, premièrement, comment on fait pour éviter ça? Quels sont les marqueurs qui peuvent nous montrer que plutôt c'est des patients qu'il ne faut pas opérer, parce que c'est vraiment ça la question, faire le tri au préalable. Donc, il y a l'âge ou la fragilité. Vous allez voir que c'est des questions qui se posent depuis très longtemps en réalité. Déjà, là, dans les années 60-70, on avait des publications sur les scolioses des personnes âgées. Alors, les personnes âgées, ce n'était pas tout à fait les mêmes que chez nous. On commençait à partir de 53 ans, à cette époque-là, d'avoir une considération sur les personnes âgées. Ça montait quand même, vous avez vu, ici, il y a des patients de 80 ans. Mais enfin, la moyenne, elle était assez basse. À nouveau, ici, à la fin des années 60, une moyenne d'âge de 63 ans, considérés comme des patients âgés, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui dans nos patients, ce qui fait qu'il y a quand même très probablement une vision relative de ce qu'est le vieillissement. Si vous demandez à notre chirurgien japonais qui est venu et que vous lui dites, voilà, j'ai des patients d'une 60aine d'années à opérer, il vous dira, moi, c'est mes jeunes patients, il n'y a aucun problème pour m'en occuper. À nouveau, tous ces patients-là, on peut voir quand même que dans un certain nombre de cohortes, en particulier celle-ci, mais d'autres cohortes américaines, les patients âgés qui sont suivis non opérés sont souvent considérés comme des patients bien portants. Donc finalement, il y a aussi à cet âge-là, c'était des diapos que m'avait envoyé Louis Boissière, qui je crois était avec vous tout à l'heure, et que je n'ai pas ajouté, finalement, dans ces populations-là, on a aussi des difficultés à savoir si c'est vraiment la scoliose qui pose des problèmes. Puisque quand on compare des patients porteurs de déformations, d'ailleurs, je parle de scoliose, mais ça peut être des kyphoses essentiellement, relatifs à des patients qui sont indemnes de ces anomalies-là, on a relativement des niveaux de qualité de vie qui sont identiques. Donc, il faut déjà savoir si vraiment le problème vient de là. Et ensuite de ça, est-ce que le problème vient de l'âge quand vous vous posez la question des facteurs de risque de complications mécaniques? En réalité, il y a un certain nombre maintenant de papiers, de plus en plus, qui posent la question de ce qu'on appelle la fragilité,
qui sont des marqueurs soit biologiques, soit comportementaux, soit médicamenteux, qui sont des marqueurs du vieillissement plutôt que l'âge, et qui ont très probablement un impact bien meilleur que l'âge numérique sur le risque de complications mécaniques. Vous voyez, ça, c'est des papiers assez récents hein, qui sont parus l'année dernière. La fragilité, il y a différents index, je vous invite à aller regarder. Le plus connu, c'est celui-ci, le RAI Frailty Score, qui montre une relation tout à fait proportionnelle entre l'importance de ce score et le risque de complications. Alors, ça peut être de toutes sortes, hein, mais essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est le risque de complications mécaniques. Mais enfin, il y a aussi des complications médicales avec des infections pulmonaires, des thromboses veineuses. Et puis, il y a bien sûr des infections. Donc, tous les scores de fragilité ont montré une association très, très forte, bien meilleure que l'âge avec le risque de complications post-opératoires, que ce soit à court terme ou à long terme. Mais finalement, c'est probablement ça qu'il faut garder. À nouveau ici, dans cette publication, je crois peut-être de l'année dernière, des relations, vous voyez, on utilise le score de fragilité, mais de ce score de fragilité, on associe en particulier des paramètres biologiques, alors qui ne sont pas encore dans le score, mais qui vont montrer un intérêt très fort. Moi, j'ai trouvé ce papier très intéressant, qui est le raccourcissement des télomères. C'est un marqueur biologique du vieillissement qui, globalement, si vous vous rappelez vos cours de P1, est plutôt en faveur de l'absence de capacité à avoir un renouvellement biologique, et qui, vous voyez, une association extrêmement importante avec le risque de complications. Donc, il y a énormément de publications qui montrent qu'on a des facteurs de risque biologiques, comportementaux, de comorbidité, éventuellement d'activité ou d'autonomie, qui vont être bien mieux associés que l'âge. Vous voyez que l'âge, lui, ne ressort pas ici quand on met tous les autres facteurs au risque de complications mécaniques. Donc oui, bien sûr, il y a un problème avec l'âge quand on veut opérer les patients, mais en tout cas avec le vieillissement plutôt, et en particulier avec la fragilité et l'incapacité à réagir à ça. Et donc, ce que j'ai retrouvé, je vous épargne la littérature, parce que c'est à la fois assez rébarbatif et puis extrêmement complexe et divers. Mais ce que j'ai retrouvé, c'est ça. Finalement, les déterminants du risque, ils sont plutôt ce qui arrive aux patients, plutôt ce que vous pouvez mesurer facilement. Donc l'âge, à nouveau, pas un très bon marqueur. L'ostéoporose, dans le sens où vous la mesurez avec la densitométrie osseuse, ce n'est pas un très, très bon marqueur. En revanche, le fait que le patient ait déjà des fractures ostéoporotiques, ça oui. En particulier, bien sûr, des fractures vertébrales. Je vous rappelle le dossier que je vous ai montré. C'est un marqueur extrêmement fort d'une raréfaction osseuse et un facteur de risque majeur de complications mécaniques. La sarcopénie, vous savez, c'est le fait d'avoir une insuffisance musculaire qu'on peut mesurer relativement bien sur une IRM. On se posait souvent ces questions-là en réunion de service, de savoir si oui ou non, sur l'IRM, les dégénérescences musculaires graisseuses des érecteurs du rachis, c'est un marqueur ou pas de la sarcopénie et un facteur de risque. Finalement, oui, c'est sûr, ça a été étudié, il y a des associations dans la littérature, mais ce qui marque très fort, c'est l'activité quotidienne inférieure à 1 heure. Vous demandez aux patients s'ils sortent plus d'1 heure de leur fauteuil dans la journée. Globalement, s'ils ne savent pas le faire, s'ils ne le font pas, c'est un marqueur très fort que vous aurez des problèmes. Finalement, opérer quelqu'un qui se lève moins d'1 heure par jour, est-ce que ça a un intérêt? De toute façon, vous allez rapidement probablement avoir la réponse. À nouveau, les comorbidités, vous pouvez faire la liste des maladies des patients. Très souvent, les patients vont vous dire « j'ai un diabète, une hypertension », enfin des maladies relativement standards. L'hypertension, c'est quand même pas pareil quand vous prenez 4 médicaments que 1. Et la polymédication, c'est un marqueur extrêmement marqué, très, très souvent utilisé par les gériatres. Et donc, il y a une association bien meilleure que le nombre de maladies au risque post-opératoire. Et enfin, le score de qualité de vie, alors je vous en ai déjà un peu parlé, vous allez voir que j'ai un autre article tout à l'heure qui en parle, il y a énormément de publications là-dessus. Mesurer la qualité de vie des patients avec des scores spécifiques du rachis, c'est les patients âgés qui ont plein de problèmes et plein de raisons d'avoir une qualité de vie altérée, ce n'est pas forcément quelque chose disons, de très pertinent. En revanche, savoir si oui ou non, ils ont des aides ménagères, s'il y a le portage des repas, s'ils vont être capables d'aller faire les courses, si c'est eux qui s'habillent tout seuls ou s'ils ont quelqu'un pour les habiller le matin, ça c'est un marqueur à nouveau très fort de savoir s'ils vont avoir des problèmes plus tard. Ne serait-ce que parce que la sortie d'hospitalisation va être simple
ou pas simples s'ils ont déjà des aides ou s'ils en ont besoin. Donc, vous voyez que tout ça, tout ce qui est plutôt sur la droite, là, sont des marqueurs qui sont assez difficilement mesurables, mais qui finalement sont un bon reflet de la fragilité des patients à nouveau. C'est le besoin qu'ils ont d'avoir une aide en plus d'eux-mêmes pour conduire leur vie et ce qu'ils arrivent à la conduire en réalité. Et tout ça, c'est des marqueurs très, très forts des problèmes qu'ils vont avoir en post-opératoire. Les patients, globalement, qui sont fragiles, qui ne sont pas indépendants, c'est plutôt des mauvais candidats à la chirurgie de la colonne vertébrale et en particulier la chirurgie de la déformation. Les objectifs de la chirurgie, alors bon là, j'en fais pas une tartine, j'ai plutôt raccourci le topo. On a déjà énormément de travaux qui ont évoqué l'équilibre des patients âgés. Ça a été l'objet de la table ronde de la SFCR il y a 2 ans, de nombreux papiers d'ailleurs issus de cette table ronde, mais les équipes américaines en ont publié également quelques-uns. On sait, maintenant c'est relativement acquis, qu'on ne règle pas une arthrodèse chez un patient âgé comme on réglerait chez un patient jeune. Ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas la même qualité osseuse, ils n'ont pas les mêmes positions. Encore une fois, je reviens là-dessus. Un patient jeune, il va être beaucoup debout. Un patient âgé, il va être beaucoup assis. Ce n'est pas du tout la même position. Et puis, ils ne vont pas avoir les mêmes capacités musculaires à pouvoir contrer des contraintes en jonction zone opérée, zone saine. Et donc, vous allez avoir plus de problèmes mécaniques si vous faites un réglage optimal comme pour un patient jeune chez un patient âgé. Donc, il vaut mieux sous-réduire les déformations HLN, en particulier dans le plan sagittal, plutôt que d'obéir à des règles issues d'une population jeune. La fonction, alors c'est ça que je vous dis depuis tout à l'heure, ces patients-là, ils n'ont pas besoin de faire un 100 mètres. Ils n'ont pas besoin de passer leur vie debout. Et donc, est-ce que vous avez vraiment besoin de leur corriger la colonne vertébrale? C'est un petit peu les mêmes questions qu'on se pose quand on a des patients neuromusculaires en pédiatrie. On veut les mettre au fauteuil. Régler un patient pour le mettre au fauteuil, ce n'est pas la même chose que le régler pour se mettre debout. Imaginez qu'un patient comme celui-ci veuille ne plus avoir mal dans les jambes, on peut le comprendre. Imaginez qu'un patient comme celui-ci ait besoin d'un coussin pour ne plus avoir mal au dos, c'est aussi faisable. Et donc finalement, vous allez vous adapter aux besoins et aux fonctions qu'utilisent les patients pour répondre aux objectifs de la chirurgie. Ce n'est pas forcément la peine de traiter une déformation rachidienne quand vous avez un patient qui se plaint uniquement de sciatique, y compris s'il a une déformation rachidienne extrêmement importante, et y compris si vous allez déséquilibrer la colonne vertébrale quand vous allez faire un geste de décompression simple. Donc, bien se poser la question, quand vous voyez les patients, de quels sont leurs besoins et qu'est-ce qu'ils utilisent en vrai, qu'est-ce qu'ils utiliseraient quand vous allez avoir résolu leurs problèmes. Moi, j'en vois très, très souvent mes patients en gériatrie, au préalable pour une évaluation des capacités qu'ils auraient éventuellement en post-opératoire et de l'utilisation qu'ils en auraient si jamais j'avais réglé leurs problèmes. Et régulièrement, on me répond, mais écoute, ça ne sert à rien. Ce patient-là, si tu l'opères, même s'il se remet droit, même s'il a mal dans les jambes, il a un cœur et des poumons suffisamment abîmés pour qu'il ne puisse plus marcher de toute façon. Donc, il faut se poser la question des fonctions que peut utiliser le patient et de ses besoins, de ses envies. Et de la perception, alors ça, c'est l'aspect encore plus complexe. Je vous en ai parlé, les scores ne sont pas toujours des reflets exacts de ce que pensent les patients. Il y a plusieurs équipes maintenant qui travaillent sur ce qu'on appelle des scores adaptatifs, en particulier un score qui s'appelle PROMIS. Mais cette équipe-là de Vancouver, elle travaille sur des données qualitatives, c'est-à-dire qu'au lieu de poser des questions prédéfinies aux patients, on leur demande les verbatim de leur vie et on analyse avec des analyses qualitatives leur qualité de vie au travers de ce qu'eux-mêmes disent de façon spontanée. En tout cas, c'est des recommandations qu'ils font. Et pourquoi pas, ce qui veut dire que finalement, donner un score SRS-22, par exemple, à des patients atteints de scoliose et qui posent systématiquement la question de la perception esthétique, ce n'est pas forcément pertinent chez des patients qui n'ont pas l'impression d'être gênés par la bosse dans le dos versus d'autres qui sont gênés. Globalement, ces problèmes-là, ils sont encore plus vrais chez l'adulte et encore plus vrais chez l'adulte âgé. Et donc, il y a un vrai sujet de savoir comment le patient se perçoit, qu'est-ce qu'il souhaite avoir et comment vous allez pouvoir évaluer, vous, en post-opératoire. Et donc, finalement, même comment vous allez pouvoir évaluer les publications
qui sont basés sur des scores habituellement retenus, en particulier l'OSVESTRI ou le SRS, qui sont des scores qui ne sont absolument pas adaptés à la personne âgée. Et donc, le succès doit être un peu remis en cause aujourd'hui sur la chirurgie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on considère que le patient opéré d'un T2 bassin avec un syndrome jonctionnel a finalement une réussite parce qu'il arrive à faire 100 mètres, qu'il n'a pas de déficit moteur et qu'il a moins mal? Ça se discute. C'est toujours très difficile parce qu'en plus, on a le prisme mémoriel des patients, ils ne se rappellent pas tellement comment ils étaient avant, mais en tout cas, il faut être capable de revoir ce qu'ils font dans la vie au quotidien et ce qu'ils ont envie de faire. Donc, que faire? Traiter le symptôme avant tout. Vous voyez, c'est une patiente que j'ai opérée il n'y a pas longtemps, une scoliose. Elle avait essentiellement mal dans le dos et dans les jambes, une dislocation L4, L5 sur la courbure ombo-sacrée, une arthrodèse. Très souvent, ça suffit, segmentaire, y compris si vous voyez, elle est probablement un petit peu déséquilibrante. Cette arthrodèse, elle aggrave un petit peu un déséquilibre coronal qu'elle n'avait pas. Sur le profil, elle n'est pas terrible, mais elle a plus mal dans la jambe, elle a plus mal dans le dos. Elle marche de temps en temps avec un déambulateur, mais elle est contente parce qu'elle n'a plus besoin de prendre du durogésique tous les jours. Il faut être capable d'anticiper les problèmes. Vous voyez que ça, c'est un patient qui a été opéré dans le service il y a quelques années, qui a fait partie de la table ronde justement de cet hiver à la journée de la SFCR pour les patients de plus de 50 ans, qui a eu besoin d'une réintervention finalement qui était plus ou moins attendue et finalement qui a été réopérée très précocement après son PGK, ce qui est en général pas la règle, même si c'est souvent des complications précoces. On attend de temps en temps de savoir si ça va être symptomatique, si ça va s'aggraver ou pas. Chez ce patient-là, chez qui le syndrome jonctionnel a été diagnostiqué, je crois, une semaine, il a eu une réopération très précoce et finalement avec une stabilité dans le temps qui a été très bonne et un impact de la réopération et des conséquences de son syndrome jonctionnel qui a été moins forte que celle qu'on constate d'habitude. C'est-à-dire qu'il n'a pas passé 6 mois à errer de rééducation en centre et en médicaments en disant que j'ai mal au dos avant de trouver une réopération. Et ce n'est pas finalement quelque chose, un échec de se dire il faut réopérer précocement les patients. C'est plutôt probablement chez ces patients-là qu'il faut le faire plus vite que d'autres pour justement ne pas avoir une cascade gériatrique qui s'enchaîne. Et je ne pouvais pas ne pas vous montrer ça. Donc, bien sûr, minimiser la chirurgie, je vous en ai parlé. Pour moi, la compression dans la scoliose, c'est probablement la meilleure indication d'endoscopie. Alors, il s'avère que moi, je fais l'endoscopie biportale, mais peu importe. Tout est faisable, mais en pratique, essayer de minimiser la chirurgie, c'est vrai chez les patients âgés, c'est vrai chez les parkinsoniens, c'est vrai chez tous les fragiles. C'est très probablement chez ces patients-là qu'il y a un intérêt majeur à faire cette chirurgie qui prend du temps, qui consomme, qui coûte de l'argent, mais qui finalement permet d'éviter toute cette cascade d'événements chirurgicaux et potentiellement d'événements médicaux catastrophiques, avec des résultats qui sont intermédiaires, bien sûr. On ne règle pas les problèmes d'équilibre, on ne règle pas tous les problèmes dans le dos, on ne règle pas tous les problèmes douloureux, mais on obtient souvent une sédation de la radiculalgie qui embête les patients, voire une amélioration des douleurs radiculaires. On peut éventuellement le faire à plusieurs reprises, sur plusieurs niveaux. Alors, on peut le faire à plusieurs niveaux d'un coup, mais franchement, c'est techniquement difficile et ça nécessite des anesthésies longues. Donc, moi, j'ai plutôt pris le parti de faire un niveau, puis de réévaluer et éventuellement de faire plusieurs niveaux. Et ça, c'est plutôt un truc assez gagnant. Je pense qu'il y a un avenir très fort à discuter de ces techniques-là chez les patients âgés. Voilà, je vous remercie. Je crois, fait assez vite. Ça vous permet éventuellement de poser quelques questions. Alors moi, j'ai juste une remarque à faire, Benjamin, c'est Vincent. La slide avec les patients assis où tu dis qu'on les laisse assis, elle me gêne un peu parce que j'ai un optimisme qui est irréfréné et je mets un point au malade qui vient à ma consultation à lui dire que j'essaye de dépasser un petit peu ses objectifs. J'essaye toujours de lui dire il y a un agenda, on va essayer de vous remettre debout, on va essayer de vous redonner. Je leur parle de performance, hein, même en gériatrie, je leur dis il faut vous faire bouger parce que c'est la mobilité qui fait la fonction et c'est vrai que là-dessus, mon objectif, il est toujours un petit peu plus loin. J'essaye quand même, ce que je disais ce matin, de refaire marcher mes chasseurs, même s'ils ont 80 ans, d'aller un petit peu plus loin que
au moins dans le discours et dans l'espoir, parce que c'est vrai que là, dire aux jeunes, alors bon, notre objectif c'est de les laisser assis, ça veut dire qu'ils sont comme des neuromusculaires, ils sont un peu condamnés, et dans une société où on va avoir de plus en plus de gens âgés civilement, mais avec une physiologie qui leur permette d'avoir des exigences fonctionnelles, c'est vrai que moi j'aurais plutôt le discours du verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Voilà. Alors, c'est pas négatif de dire que ils sont assis. Moi, je suis tout à fait d'accord dans ce sens-là. C'est-à-dire que les patients, et j'en opère régulièrement, qui souhaitent faire plus et qui sont gênés parce qu'ils ont leurs problèmes de dos, il faut absolument essayer de se battre avec eux, avec les capacités qu'ils ont, avec nos objectifs, sans leur mentir sur les risques. Mais il y a des patients, et je reviens sur cette photo de cette salle, qui veulent jouer au bingo, quoi. Parce que, en fait, leur entourage, ils jouent au bingo, parce que leur vie, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas forcément une petite fille pour les emmener se balader dans la forêt. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus que tu ne vas pas changer un mode de vie qui s'est installé juste parce que tu as opéré la colonne vertébrale. Alors, si oui, il y a un projet de vie différent, et je suis tout à fait d'accord pour le fait de dire qu'à 80 ans, il peut y avoir des projets de vie. À ce moment-là, on rentre dedans. Mais il y a quand même un certain nombre de patients chez qui on projette justement nous-mêmes un mode de vie qui est à la fois pas adapté et en fait pas souhaitable et pas souhaité par ces patients-là. Pourquoi ? Parce que c'est plus leur univers, tu vois. Ils n'ont pas envie d'être sur TikTok. Ils se sentent pas appartenir à un truc où on va justement les emmener. Ils ont passé l'âge justement où ils n'ont plus envie, ou alors leurs amis sont déjà dans d'autres situations et finalement ils vont pas le faire tout court. Et ça, moi je l'ai souvent constaté, c'est-à-dire que on se met des objectifs qui n'ont pas de rapport avec les objectifs du patient ou avec leur volonté. C'est pas tous, bien sûr, mais il y en a quand même. Et je l'ai pas mal appris en fait en consultant moi, parce qu'il y a une consultation de Parkinson à l'hôpital que j'ai montée avec les neurologues et les rééducateurs. Et finalement, dans ce monde-là, on voit beaucoup, notamment les AMS, donc c'est les amyotrophies multisystématisées. Ces patients-là, ils n'ont plus envie de sortir du fauteuil. Ils savent qu'ils y arrivent. Ils n'y arriveront pas, etc. Et on peut, nous, leur proposer des chirurgies pour finalement les remettre droit, mais ce n'est absolument pas leur volonté. Et très souvent, on leur donne des fauteuils roulants à bascule et ils sont très contents avec. Et ça, c'est bien sûr une caricature, mais finalement, c'est pour dire que si on ne se pose pas la question de comment on réfléchirait dans la peau du papy de 80 ans qui habite en maison de retraite, on n'arrive pas à trouver la réponse adaptée à sa demande. Et en réalité, il y en a quand même qui vivent pas en maison de retraite ou qui ont envie de bouger, etc. Mais il y en a aussi qui sont rentrés dans un cycle tellement figé où de toute façon, ils ne font plus les courses parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui les fait et que c'est comme ça, et puis ils ne les font pas parce qu'ils n'ont pas envie, que ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est vrai que quand même, le taux de complication qui est quand même voisin de 30% dans la littérature, et je pense que c'est assez optimiste, ça te fait réagir, quoi. C'est-à-dire que c'est pas à des gens qui n'ont pas envie que tu vas faire prendre ce risque-là. Enfin, en tout cas, moi, à mon sens, quoi. Et c'est pas forcément le verre à moitié vide, c'est plutôt de se dire on s'adapte aux demandes, quoi. Mais comparons nos populations de terroir et urbaines. Ça sera un sujet d'étude assez intéressant. Merci. Merci Benjamin pour ta présentation qui était super. Et je crois que tu as raison, il faut vraiment se poser la question de ce qu'ils veulent, les patients. Et tout le monde ne veut pas la même chose. Et il y en a certains probablement qui ont une demande fonctionnelle peu importante. Et puis, c'est vrai que la population vieillit et vieillit mieux. Et il y en a qui sont plus âgés, qui ont une demande fonctionnelle qui est plus importante que ce qu'on pouvait voir avant, où on se disait on arrête d'opérer les scolioses à 70 ans. Et donc la question de ce qu'il veut et de son projet de vie, c'est vraiment essentiel. Merci. Avec plaisir. Merci à tous. Mon dernier topo de la journée, vous êtes quelques courageux. Donc je vais parler de sténose et scoliose. En fait, l'abord de ce sujet, c'est un peu la même chose que qu'est-ce que veut le patient et qu'est-ce qu'on fait face aux différents symptômes. Donc une petite intro, un rappel radio-anatomique, et là c'est un point important pour les plus jeunes, sur bien connaître les zones dans la sténose et la scoliose où il faut aller chercher le problème, et puis les différents traitements chirurgicaux qu'on a déjà un petit peu abordés. Donc ça on l'a déjà dit, la scoliose de l'adulte c'est fréquent. La sténose lombaire,
Sans scoliose, c'est la première cause de chirurgie chez les sujets de plus de 65 ans. La sténose et la scoliose en association, ça entraîne 13 à 25% de radiculalgie chez les patients. Et donc, il faut prévoir d'adapter le traitement parce que c'est des patients qui sont souvent plus âgés, avec plus de comorbidités. C'est une problématique ancienne dans la littérature, sténose et scoliose. Ça avait déjà été abordé par Morin et Deburge en 1984. Et l'association, elle est fréquente. Dans la scoliose idiopathique, initialement, on n'a pas de sténose. Mais après, on a des sténoses qui peuvent apparaître avec les phénomènes dégénératifs. Et dans la scoliose de novo, elle naît des phénomènes dégénératifs. Et donc là, vous avez de la sténose. Le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de règle. C'est toujours des situations humaines et anatomiques hyper différentes. Vous pouvez avoir une déformation modérée et un patient raide et âgé. Une déformation hyper sévère, mais le patient reste équilibré. Alors qu'est-ce que vous faites de la déformation? Une déformation sévère et un grand déséquilibre antéro-postérieur ou frontal. Et les grands déséquilibres frontaux aussi, ça les gêne. Chez un jeune, chez un plus âgé, qu'est-ce qu'on fait? Et s'il est plutôt radiculaire ou plutôt lombalgique, qu'est-ce que vous allez faire? On avait fait une petite étude au GES, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps. J'avais commencé interne. Donc on avait fait une étude au GES en 2017 avec une revue rétrospective et on avait initié une cohorte prospective, c'était la thèse de deux internes, Laura Mariardi et Marc Califé à l'époque. Donc on avait trouvé qu'il y avait moins de lombalgie en post-op sur les arthrodèses longues, mais pas de différence des autres scores selon le type de traitement. Les traitements c'était libération, fusion courte ou correction fusion longue. La correction de la déformation, elle était mieux avec l'arthrodèse longue. Bon, tant mieux, on sait encore les corriger. Et il y avait des dégradations, des courbures sous-jacentes avec les arthrodèses courts, mais pas significatives. Et plus de complications sur les fusions longues, sans que ce soit significatif. Mais globalement, sur cette cohorte, on n'avait que 50 patients avec un recul de 18 mois. Et c'est beaucoup trop court pour parler de prise en charge de déformation, quel que soit le traitement. Donc, quelle chirurgie, quels critères? Dans la littérature, il y a 3 grandes options. Les libérations simples, en standard ou en mini-invasif. Les libérations et fixations courtes ou la correction fusion longue. Et quels critères vous allez prendre pour choisir votre traitement? Le COB, l'existence d'une dislocation, le déséquilibre, la morbidité. Il y a plein de questions qui vont avec ça. Qu'est-ce qu'on fait en cas de libération seule? Est-ce qu'on se dit qu'on va arriver à ne pas déséquilibrer? Est-ce qu'on fait du mini-invasif du coup pour ne pas déstabiliser le patient? Est-ce qu'on respecte les ligaments interépineux? Jusqu'à combien d'étages on décide de libérer notre patient s'il a une sténose L1 sacrum pour ne pas le déstabiliser? Est-ce qu'on ne s'occupe que des foramens? Et en cas de fusion longue, jusqu'où on va dans la fusion longue? Est-ce qu'on fait un 360 direct chez quelqu'un d'âgé parce qu'on sait qu'il y a un risque de pseudarthrose? Qu'est-ce qu'on fait des étages adjacents et de la morbidité? Et où est-ce qu'on s'arrête, etc. Donc globalement, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. On ne les aura pas avec ce topo, mais c'est des questions qu'il faut se poser quand vous êtes face à vos patients. Alors, c'est un petit cas clinique, vous êtes plus nombreux, donc on va pouvoir compter. Donc, une patiente de 70 ans, elle a une scoliose lombaire dégénérative, modérée, une trentaine de degrés, diabétique, syndrome d'apnée du sommeil appareillé. Elle est lombalgique, mais aussi radiculalgique, avec une cruralgie droite et gauche à l'effort, et une gîte latérale gauche qui la gêne un peu esthétiquement quand même. Donc voilà, c'est ses paramètres. Elle penche sur le côté, elle penche en avant. Il y a une dislocation ouverte en L3, L4. Et dans le plan sagittal, donc, elle manque un petit peu de lordose et la syphose est un petit peu aplatie. Ça, c'est ses clichés de réduction. À 70 ans, la courbure, elle est modérée, mais elle n'est pas très souple pour autant. Et ça, c'est son scanner. Sténose 3-4. Sténose 4-5, un peu moins, mais importante dans le foramen. Ça marche, ça ? Non. Ah voilà, c'est bon. Donc notamment dans le foramen. Oui, j'ai pas trouvé. Alors qu'est-ce que vous lui proposez à cette dame ? Cruralgie droite et gauche, lombalgique, elle a 70 ans, elle n'est pas très contente d'être sur le côté. La gîte antérieure, par contre, elle ne s'en rend pas trop compte. Une libération mini-invasive 3-4-4-5, une libération standard 3-4-4-5, libération fusion 3-4 sur l'étage de la disloc, libération et fusion 4-5, il y a un spondylo,
libération et fusion 3-5, les deux zones d'instabilité de sténose principale, ou la zone de libération et une fusion de L3 en iliaque, ou une fusion de T11 en iliaque pour prendre toute la courbure et corriger le sagittal, ou juste une fusion en comptant sur une décompression indirecte pour être moins morbide et garder la place pour la greffe. Elle veut jouer au bingo? Ou elle est dans un club elle veut pas jouer au d'haltérophilie? bingo parce que ça la gêne d'être sur le côté quand elle va se balader. Elle marche. Oui, elle marche. Allez, qui se lance? Ouais, on peut remettre la radio, ouais. Qui se lance? Pas les vieux, pas les demi-vieux, hein. Mélanita. J'aurais libéré en 3-4, 4-5, là où c'était nausée en centrale, et j'aurais fixé les deux niveaux, parce qu'il y avait la dislocation et le spondylo en 4-5. Et pourquoi que ça? Ou tout ça? Parce que elle n'est pas trop gênée dans le plan frontal, même si elle est un peu... elle gîte, mais elle n'est pas gênée. Si elle est plus gênée par ses radiculalgies, j'aurais plus ciblé le traitement comme ça. Et pourquoi pas un traitement pour corriger la déformation? Parce qu'elle est plus radiculaire. D'accord. Ouais, elle a des lombalgies aussi. Mais elle a 70 ans. On n'a pas la réponse à cette patiente. Ton raisonnement, il est bon. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'elle veut et lui expliquer les suites potentielles. La déformation est significative quand même. Elle a une gîte sagittale qui est importante. Sur le profil, c'est une incidence basse, 45 degrés. Moi, je serais partisan de faire un T11 sacrum avec les libérations. Ouais. Un double temps, bien sûr. Prise iliaque ou pas, c'est ça? Écoute, pour une correction d'une déformation aussi quand même assez importante, 26 degrés, c'est sûr, et l'étendue du montage, ouais, je vais en iliaque. Ouais, nous c'est ce qu'on lui a fait. Toujours au-dessus de L2, on va en iliaque, nous. Alors j'aurais fait L2 iliaque avec un tethering, double tethering L1, L2, T12, L1, avec le petit JASPF au-dessus. D'accord. Ce qu'il y a de sûr pour les jeunes, c'est qu'une sténose comme ça, notamment la sténose latérale, avec la décompression indirecte, juste en corrigeant la déformation, vous n'allez pas la soulager, la dame. C'est trop serré. Il ne faut pas compter sur la décompression indirecte de la correction de la déformation. Donc il faut aller libérer avec la technique que vous voulez, mais il faut aller la libérer et voir ses nerfs. Alors, la radioanatomie. Donc je vous ai dit, c'est fréquent. Les patients qui ont des sténoses, si on regarde bien leur bilan, il y en a 20% qui ont des petites scolioses. Les patients avec les scolioses, si on regarde que les images de scanner ou IRM, il y a 90% de sténoses sur leurs imageries. Après, la plainte, elle est différente. Donc on avait fait une étude où on avait essayé de regarder où étaient les zones de sténose dans les scolioses, dans la concavité de la principale, sur les zones de dislocation et lesquelles, dans les relations avec le déséquilibre et les symptômes. Donc on avait pris des scolioses de plus de 20 degrés et des patients qui se plaignaient d'une claudication ou d'une radiculalgie de repos ou d'effort, et EOS et scanner. Donc scanner, on avait fait des mesures au scanner, parce que les mesures MPR des scanners, ça nous permet vraiment une bonne reconstruction pour bien se mettre dans le plan de la déformation en coronale et en sagittal. Donc on avait mesuré la sténose centrale comme ça, en contourant la zone qui restait libre au canal, et selon la littérature, c'est sévère quand il y a moins de 70 mm² qui restent. On avait mesuré le foramen, et c'est sévère quand il y a moins de 4 mm, et les sténoses des récessus, où c'est considéré comme une sténose en dessous de 3 mm. Et on avait regardé aussi les dyslocs et les ankyloses. Donc il y avait 76 patients. La plainte principale, c'était la claudication pour la plupart d'entre eux, et seulement un quart avait un déficit. Donc c'était essentiellement des courbures lombaires chez ces patients âgés, un peu de thoracolombaire. 40% avaient un déséquilibre coronal. Et là, c'est un point important. Dans 65% des cas, le déséquilibre coronal, il n'était pas lié à la courbure principale, il était lié à la contre-courbure lombosacrée. C'est pas cette courbure-là, comme mène votre patient sur sa gauche, c'est vraiment
la contre-courbure L4 sacrum. Et ça, c'est important de regarder ça avant d'opérer quand vous faites votre planning pour savoir d'où vient le déséquilibre. Et pas souvent, mais quand même pas mal de fois, c'est pas la principale, surtout chez le sujet âgé qui a une dégénérative. Donc attention à la contre-courbure lombosacrée. Après, en sagittal, il y en avait 39% qui penchaient en avant et il y en avait 29% qui avaient un spondylodégénératif, donc une instabilité relative. Et pour rester sur les instabilités, il y en avait 69% qui avaient des dislocations, principalement en L3, L4. Les dislocations, finalement, à l'apex de la déformation, c'était 19% des patients. Et il y avait surtout beaucoup de dislocations au changement de courbure. Là encore, la principale zone de disloc, c'est entre la courbure principale et la courbure lombosacrée. Et là, c'est votre zone de sténose souvent, enfin une des zones en tout cas. Donc bien regarder cette zone-là, changement de courbure principale, courbure lombosacrée, c'est là où il y a la disloc, et c'est là où il y a une sténose centrale et parfois latérale. Et donc, on avait retrouvé dans cette série que donc il y avait 72%, quand même 3/4 des gens qui avaient une sténose sévère en centrale, et 60% qui avaient une sténose foraminale ou latérale. La sténose centrale, comme je viens de vous dire, elle était dans 70% des cas au changement entre la lombaire et la lombosacrée. Donc c'est vraiment une zone à vérifier au scanner. Et 30% des sténoses latérales et foraminales, elles étaient dans la concavité de la lombosacrée. Donc juste, vous voyez, dans ce petit virage ici, entre L4 et le sacrum, vous avez vos foramen qui sont serrés, c'est la concavité, et ça leur donne souvent les radiculalgies. Et là-dedans, je rejoins Benjamin sur ce qu'il vous a dit, les libérations mini-invasives pour aller libérer ces zones-là sans tout déstabiliser, sans enlever l'arthrectomie, ça a un fort intérêt, je pense, à l'avenir au vu de la demande et du vieillissement des patients. Voilà, donc bien regarder la concordance entre la radio et la clinique chez vos patients et bien penser aux zones qui sont responsables du déséquilibre latéral et aux zones dans lesquelles on retrouve principalement les sténoses. Et après, le traitement chirurgical, c'est en fonction des comorbidités et de votre bilan et de ce qu'il demande. Alors, le traitement chirurgical, donc on avait poursuivi l'étude de 2017, c'était en 2021, je crois qu'on a fait la table ronde à la journée d'hiver, et justement ici à Saint-Joseph, en visio pendant le Covid. Et on a regardé, avec les données cliniques, radiographiques, les complications et les réinterventions, comment ça se passait pour les sténoses et scolioses qui avaient eu une libération fixation courte ou une libération fixation longue, et on avait dit 4 niveaux, plus de 4 niveaux pour une longue. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est que en coronale, globalement, les fusions courtes, on les corrige un petit peu. Si on ouvre un peu du côté de la disloc, si ça correspond au côté de la gîte, sur un 3-4 ou un 4-5 avec une télie, vous pouvez corriger un petit peu, mais à 2 ans, vous perdez la correction. Et par contre, la courbure principale, chez correction de fusion longue, vous la corrigez bien. Ça, c'est la même chose, c'est le delta de correction. Les COB adjacents, ils sont corrigés forcément que dans la correction fusion longue. Ce n'est pas le but d'une fusion courte. Et en sagittal, il n'y a que la correction fusion longue qui permet de corriger l'alignement de vos patients. C'est l'objectif de votre chirurgie, donc c'est bien. Mais globalement, en levant une compression chez une sténose et scoliose, on ne va pas changer son alignement sagittal. La syphose aussi, elle est changée que chez les corrections fusion longue. Et la gîte de C7, elle est moyennement changée. Et à 2 ans, on a eu une dégradation. C'est parce qu'il y a eu pas mal de PGK sur les patients qui restaient dans la série, qui est une des complications fréquentes. Donc ça, c'est les radios, c'est bien, mais votre patient, il vient parce qu'il a mal. Alors, les scores cliniques sont ce qu'ils sont, mais ils nous donnent quand même des infos. Et donc, le VA lombaire, elle est améliorée pour les patients avec des laminectomies en post-op. Donc probablement que lever la sténose, et on le voit dans l'activité pratique clinique, parfois ça leur soulage une partie des lombalgies, même si le delta par rapport au pré-op de soulagement, il n'est pas très important. La fusion courte, ça les soulage bien, et la fusion longue aussi. Sur la radiculaire, de les libérer, ça leur fait du bien, quels que soient les groupes. Et l'osvestrie, donc la gêne de la lombalgie avec l'osvestrie, elle est un peu améliorée pour les fusions courtes à 1 an, mais vous voyez qu'après, à 2 et 3 ans, le bénéfice, il disparaît tout de suite. C'est vraiment pas ce qu'il faut leur proposer et leur décrire comme avenir.
La fusion courte, ils sont quand même améliorés par la fixation de l'instabilité. C'est un traitement intermédiaire qui les soulage. Et la fusion longue aussi. Sur le SRS-30, pareil, les 2 groupes avec fusion sont améliorés. Les laminectomies ne sont pas améliorées. Il n'y a pas pour objectif une action sur la déformation. Donc c'est normal que ce score-là ne retrouve pas de résultat. Donc voilà, ça c'est les deltas. Après, il y a des complications. Donc les complications, elles sont significativement plus importantes pour les fusions longues, 45% dans la série, 19% de complications pour les fusions courtes. Et donc ça, c'est l'analyse de survie des complications en mois entre les patients. Et donc vous voyez que pour les fusions longues, à 2 ans, il y a 35% des patients qui ont été réopérés. Et il y en a quand même 17% dans les fusions courtes. Et à 3 ans, c'est encore pire. Donc il y a une dégradation qui se fait plutôt au début pour les fusions courtes, mais les complications, par contre, avec les fusions longues, elles surviennent plusieurs années. Les reprises, ça suit le même style. Les principales complications qu'on a regardées, c'est les pseudarthrodèses. Ça arrive dans 5% des fusions courtes et 16% des fusions longues. Et les syndromes jonctionnels, c'est à peu près le même ordre d'idées. Comme facteur de risque pour les reprendre, on avait retrouvé l'importance de la correction du COB, l'alignement global post-opératoire sagittal, qui était un facteur par contre favorisant, et l'arthrodèse antérieure. Donc, ce qu'on voit globalement, c'est que dans les corrections fusion courtes, il y a une perte de la correction de la courbure au recul, mais ce n'était pas l'objectif de votre chirurgie initiale. Tous les groupes ils sont améliorés, ils sont soulagés. Il faut bien proposer le bon traitement à votre patient et ce qu'il demande en fonction de sa gêne. Les complications, elles sont plus importantes avec les chirurgies les plus lourdes. Et il y a plus de reprises dans les arthrodèses. Et donc ça, il faut informer vos patients du risque de reprise. Quasiment 50% à 3 ans pour une correction fusion longue et 20-25% pour les corrections fusion courtes. Et nous, maintenant, c'est des infos qu'on dit aux patients en consultation. Donc on avait essayé de faire un petit algorithme de réflexion chirurgicale pour ces patients suite à cette prise en charge et à cette analyse. Donc il y a des cas qui sont simples. Il y a sténose et scoliose, c'est des patients jeunes pour une sténose et scoliose qui ont un déséquilibre global avec ou sans instabilité. Eux, on peut leur proposer une correction fusion longue. Ils sont gênés, ils ont une demande fonctionnelle, donc on y va. Les patients très âgés ou avec des comorbidités, sans instabilité et sans grand déséquilibre, on peut leur proposer une décompression isolée. Et avec instabilité, on peut discuter chez eux de fixer l'instabilité. Mais tout ça, ça ne prend pas en compte vos patients qui sont très polymorbides ou qui n'ont pas du tout de demande fonctionnelle. Il faut vraiment s'adapter à ce qu'ils veulent. Il y a les deux. Il y a des patients, comme on a discuté tout à l'heure avec Benjamin, qui veulent rester pour jouer au bingo. Et donc, eux, il ne faut pas se lancer dans une correction fusion longue avec plein de vis si leur demande, ce n'est pas ça. Mais on a aussi de plus en plus de patients de 70, de 75 et même plus qui viennent en consultation et ils demandent une prise en charge globale de toute la déformation. Là, notre rôle, votre rôle, c'est de leur dire « Ok, techniquement, je peux le faire, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a des complications, vous pouvez casser les tiges, il faut vous faire un temps antérieur, vous pouvez vous infecter, vous pouvez casser au-dessus. Il faut les informer de tout ce qui peut leur arriver pour qu'ils soient prêts. Et surtout, moi, ce que je vous recommande, c'est aussi de parler à leur famille. Donc voilà. Donc, en conclusion, sténose et scoliose, c'est fréquent. Bien rechercher donc, vos dislocations centrales, vos sténoses centrales sur les dislocations fermées, sur les zones de spondie. Les sténoses latérales dans la concavité de la lombosacrée. Bien réfléchir à la situation de départ. Quelle est la plainte de votre patient? La lombalgie, la radiculalgie, l'équilibre, et c'est qui votre patient? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il veut faire après? Évaluer l'ostéoporose, je vous le recommande. C'est sûr que vous n'allez pas la traiter en une consultation chez le rhumato, mais néanmoins, vous êtes responsable de votre patient, vous allez le suivre toute la vie. Donc, faites prendre en charge son ostéoporose s'il en a une. Et votre choix thérapeutique, il sera influencé par l'état général, l'importance des courbures, les instabilités et la demande du patient. Donc ça, on a vu. Bien leur parler des complications. C'est une chirurgie qui est exigeante si vous vous lancez dans le programme de correction fusion longue, avec beaucoup de complications, beaucoup de réinterventions,
des complications surtout mécaniques. Et le problème, c'est que même pour une correction fusion courte, vous pouvez avoir un syndrome adjacent qui apparaît. Et s'il y a le syndrome adjacent qui apparaît avec une forte sténose et des fortes douleurs sur une fracture ou des choses comme ça, il faut bien expliquer au patient que vous n'aurez pas d'autre choix que de le réopérer si ça survient. Parce que vous ne pouvez pas le laisser comme ça avec une fracture, une zone d'instabilité au-dessus d'une petite arthrodèse. Et donc là, après, c'est la cascade chirurgicale. Et ça, il faut en reparler aussi aux corrections fusion courtes. Bien les informer donc des bénéfices-risques et aussi parler à leur famille. C'est très important parce que souvent, les enfants, quand il y a des complications qui surviennent, ils sont pas au courant. Alors certes, la mamie de 76 ans ou de 80 ans, elle est majeure, elle est vaccinée, elle comprend, mais proposez-lui de l'avoir avec ses enfants pour bien que toute la famille soit au courant du projet et qu'ils ne soient pas surpris. Je vous remercie. Et appeler les enfants quand il y a une complication. Oui, même s'ils sont majeurs et qu'on n'est pas en pédiatrie.